Si nous pouvons tous participer à l'organisation des connaissances sans paralyser la capacité des autres à y accéder, au contraire, alors le pouvoir des spécialistes est en question et l'intelligence devient un processus social. Le problème, c'est qu'on semble loin de cette réalité. Sur les plateformes de réseaux sociaux, les participants ne cessent de sculpter leur image. L'autoconstruction narrative de soi est devenue une pratique de la vie ordinaire. Pourquoi Facebook ? Le site où 2,7 billions de likes sont générés par jour, 2700 milliards de likes donc, où 250 millions d'utilisateurs jouent à un jeu, par exemple. Les statistiques du Pew Research Center sont sans appel. Facebook est plébiscité par les jeunes, il permet d'abord à des internautes moins dotés en capital culturel de se mettre en scène sous des formes beaucoup plus légères et faciles que le blog et son écriture. Pourtant, le réseau social permet navigation et recherche et semble aussi ne pas écarter le principe de la sérendipité, de la découverte donc par hasard. Les goûts ou les intérêts de mes amis peuvent devenir les miens. Au travers des sillages ouverts par la navigation des amis, il y a de la recommandation intelligente. Facebook donc n'empêche pas l'intelligence à plusieurs, mais n'y mène pas non plus forcément. Le premier aspect du problème, disons de la problématique, provient d'une donnée physique, la durée des conversations ou des échanges eux-mêmes. Il faut revenir ici à la définition du point Godwin. Quelle est l'origine du point Godwin ? Bien, en 1990, un certain Mike Godwin, qui est utilisateur des premiers réseaux sociaux, relève que, je cite, « plus une discussion dure longtemps, plus les chances d'évoquer Hitler ou les nazis augmentent de 1. » et l'énonce comme observation sans nulle prétention scientifique. L'argument rhétorique, reductio ad Hitlerum, la réduction donc d'un argument à Hitler, avait déjà été épinglé par le philosophe Léo Strauss en 1953. Ce que le point Godwin apporte de plus, c'est simplement le fait que, via l'accélération inhérente aux réseaux sociaux et les raccourcis argumentatifs qui leur sont propres, les utilisations des références aux nazis ou au génocide des Juifs se sont brutalement multipliées, tant sur le web que dans le monde réel qu'Internet relaie sans cesse. À bon ou à mauvais escient, Hitler incarne de manière lapidaire le mal, et il est facile de l'invoquer et de lui faire référence. C'est une figure universellement connue. Le web donc encourage de telles références car il se nourrit de vitesse. L'échange d'arguments s'y fait en langage parlé, encourageant ce qui est court, percutant et stylé. De ce point de vue, les réseaux sociaux ne favorisent pas systématiquement la raison au détriment de l'émotion. Ensuite, le web est unique en ce qu'il s'agit du premier média qui absorbe tous les autres, images, sons, textes, films. Donc, la moindre référence de blog, le moindre tweet, mais aussi le moindre film pris par un téléphone portable rapportant une référence Godwin se retrouve partagé instantanément. L'universalisation exponentielle du mode de recueil des données multiplie logiquement des occurrences qui auparavant n'auraient tout simplement pas été relevées. Autre caractéristique des nouvelles communities, elles sont fragmentées et en plus, elles participent d'une dissolution de la télévision. La télévision généraliste, elle contribue à créer un lien entre les individus que le web aurait détruit. Le journal télévisé permettait à tous ceux qui le suivaient de nouer un contact autour d'un fond commun d'informations et ainsi de confirmer leur appartenance à la communauté nationale. Créateur de liens sociaux, le média de masse tisse cette mémoire commune, sans laquelle aucune collectivité nationale ne semble pouvoir exister. À l'université Princeton, le chercheur Marcus Prior, qui a écrit un livre qui s'appelle « Post-Broadcast Democracy », a montré que la culture politique des Américains a baissé au fur et à mesure que s'ouvraient des alternatives au journal télévisé du soir. Une minorité intéressée, souvent radicalisée, s'est mise à consommer plus d'informations. Par contre, la majorité s'en est écartée. Cette érosion du collectif pose une question. Comment se forme un imaginaire collectif quand le mouvement des idées éclate en 1000 morceaux? Un exemple, après le 11 septembre, les théories de conspiration qui ont mis en doute la version officielle du gouvernement américain se sont multipliées. Parmi ces productions, il y a le film « Loose Change » de Dylan Avery, un documentaire réalisé avec un budget inférieur à 10 000 $, téléchargé plus de 60 millions de fois et disponible aujourd'hui en DVD. Ce qui frappe
avec Loose Change, c'est la forme de l'argumentation. Le film ne prétend pas connaître la vérité sur les attentats. Son but n'est absolument pas de faire des révélations, mais uniquement de mettre en question une version officielle. Il présente un ensemble discutable d'images, connu, il présente aussi des arguments peu convaincants. Mais le film lui-même ne se comprend pas non plus comme un produit fini, mais comme un objet réactif à la critique qui l'amène à évoluer constamment. Des versions remaniées se succèdent, tout ceci est très ambivalent néanmoins. Au bout de la troisième version depuis 2005, Loose Change finit par incarner un cas de désinformocratie, c'est-à-dire un déferlement d'informations qui, en raison de sa masse, n'engage plus à rien, empêche toute focalisation ou tout jugement définitif. Dans le cas qui nous occupe, les nouvelles communities donc produisent une vue superficielle de la réalité, en tout cas elles peuvent le faire, en délaissant le caractère contraignant des connaissances. Et tout le problème serait lié à la perte du collectif, celui qui était auparavant constitué autour de l'attention aux médias de masse. Bref, tout le monde inventerait aujourd'hui sa version des faits sans vraiment écouter les autres, et dans ces cas de figure, les échanges peuvent être perturbés également par le trolling ou le flaming. Les structures sociales en ligne sont fondées sur des liens faibles, éphémères, et c'est pourquoi le trolling d'ailleurs n'est pas le flaming, l'insulte flaming ou littéralement le propos inflammatoire. Eh bien, ce trolling finirait par infester les conversations sur le web au point de les rendre impossibles à cause des liens faibles. Flaming, le flaming ou flemmoir, est un anglicisme qu'on peut traduire encore une fois par propos inflammatoire, donc consiste à poster des messages délibérément hostiles, insultants, et généralement avec l'intention de créer un conflit sur un groupe de discussion, un forum ou une liste de diffusion. De tels messages sont appelés flames. Une séquence d'échanges de flames est connue sous le nom de flemmoir. Le flaming n'a jamais pour but d'être constructif, de clarifier une situation ou de persuader quelqu'un. La motivation du flaming n'est pas dialectique, mais plutôt sociale ou psychologique. Les flemmeurs essaient de s'imposer par la force plutôt que par la discussion. Le trolling, lui, est plus dialectique, il est différent, il cherche à créer une controverse interminable. Les deux produisent souvent le même genre de résultat, une fin d'échange du type foubar, abruti, dont la signification officielle se perd dans la nuit des temps, ARPANET, les connaisseurs d'Emily Post News sauront de quoi je parle. C'est donc l'effet principal du web social. Et c'est aussi ce qui rend le trolling possible. Les parfaits inconnus, tous les Fernand Pessoa du web, les Fernand Personne, bref les anonymes, sont souvent loin d'être parfaits. Cela dit, le trolling ne doit pas être compris comme une aberration de la sociabilité sur Internet, mais comme l'une de ses facettes. Et les politiques ne peuvent pas le congédier en ligne ou le réprimer sans brider l'une des sources principales du changement et de l'innovation de la sociabilité en ligne. En fait, le fait d'être confronté à des contenus, postures ou réactions inhabituelles pousse aussi l'innovation. Les ripostes sévères suscitées par les trolls à l'échelon politique doivent être analysées comme des ouvertures vers des problèmes et des paradoxes sociaux plus larges. En ce sens, d'abord, le trolling n'est pas le nom d'un symptôme numérique, celui d'un court-circuitage qui viendrait simplement du monde physique. Premier point. Ensuite, il n'est pas non plus l'apanage des liens faibles numériques, si on doit comprendre les liens faibles comme des liens malades devant être forcément remodelés en liens forts. En fait, les liens faibles ne sont pas exempts d'intelligence ou de volontarisme collaboratif. Les liens faibles numériques, d'ailleurs, comme les liens forts, peuvent ouvrir des espaces de discussion civilisés. Et de ce point de vue, la pratique du flaming ne forme pas une pratique de plus en plus répandue sur le web, au point qu'elle menace la diplomatie virtuelle, ainsi que tout débat fructueux.